Chaque jour du calendrier cache des histoires connues ou non, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Des faits fous, oubliés ou carrément sous-cotés. Alors aujourd'hui, on part ensemble découvrir ce que l'histoire a vraiment à nous raconter. Avant qu'on commence, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et nous, on part à la découverte de toutes ces histoires. Le 4 mai 1555, Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, publie un ouvrage mystérieux et fascinant, Les Prophéties. Ce recueil de centaines de quatrains va rapidement éveiller la curiosité du public et devenir, au fil du temps, une référence en matière de divination pour des millions de personnes. Le succès est tel que, la même année, Nostradamus est convoqué à la cour royale par Catherine de Médicis. La reine de France, profondément superstitieuse et inquiète pour l'avenir de ses enfants, espérait y trouver des réponses, ou au moins quelques éclaircissements sur le destin royal. De simple apothicaire à conseiller des puissants, Nostradamus venait de faire une entrée fracassante dans l'histoire. Mais alors, que s'est-il passé d'autre ce jour-là ? Le 4 mai 1626, Pierre Minuit, fraîchement engagé par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, débarque sur l'île de Manhattan. L'objectif ? Prendre les rênes de la colonie de Nouvelle-Belgique, l'actuelle Nouvelle-Néerlande. Il remplace Willem Verhulst, un gouverneur devenu trop impopulaire pour rester en poste. Minuit, un vallon dont le nom sera parfois néerlandisé en Minnewiet, arrive avec une mission claire : installer l'ordre et faire prospérer la colonie. Mais il n'est pas seul. De nombreux colons wallons s'établissent eux aussi sur place. On leur doit notamment le nom de Wall Street, la rue des Wallons. Non, ce n'est pas encore Wall Street, mais on s'en rapproche. Et quelques semaines plus tard, le 24 mai, Pierre Minuit entre dans la légende. Il négocie l'achat de l'île de Manhattan aux Amérindiens Manat en échange de verroteries, de tissus et de colifichets pour une valeur estimée à 60 florins néerlandais, soit 24 $ au cours du 19e siècle. Une somme dérisoire pour ce qui deviendra plus tard New York City, l'une des villes les plus puissantes de la planète. Et tout commence ce 4 mai, sous un tulipier, quelque part, au bord de l'Hudson. Le 3 mai 1979, les élections générales britanniques donnent une victoire claire aux conservateurs dans un Royaume-Uni en pleine crise économique et sociale. Le lendemain, le 4 mai, une page d'histoire s'écrit. Margaret Thatcher devient la première femme à diriger le gouvernement britannique, et même le premier pays européen dirigé par une femme à ce niveau de pouvoir. À ce moment-là, elle est encore perçue comme une figure politique assez neuve, à la tête du parti conservateur depuis seulement 4 ans, sans réelle expérience de premier plan. Mais elle n'a pas l'intention de se laisser impressionner. Elle se présente comme une femme de conviction et elle compte bien redresser le pays à sa manière. Dès 1980, dans un discours resté célèbre, elle lance « The ladies not for turning ». La dame ne fait pas demi-tour. Une pique directe à l'adresse de ses détracteurs et un message clair. Avec elle, ce sera droit devant. Ce 4 mai, le Royaume-Uni découvre une nouvelle manière de gouverner et une nouvelle figure qui va marquer la politique mondiale pendant plus d'une décennie. Et oui, car Margaret Thatcher, avec ses 11 ans en tant que première ministre, devient derrière Robert Jenkinson la deuxième plus longue longévité en tant que première ministre. Le 4 mai de l'année 1008 vient la naissance d'Henri Ier, fils du roi Robert II et de Constance d'Arles. Il deviendra roi des Francs en 1031 et régnera jusqu'à sa mort en 1060. Son règne fut compliqué. Dès la première année, il doit faire face aux hostilités de sa mère et des grands vassaux qui souhaitent couronner son cadet Robert en tant que roi. Malgré l'appui de l'empereur romain germanique Conrad II et de celui du duc de Normandie Robert le Magnifique,
il est contraint de céder à son frère le duché de Bourgogne. Fun fact de cette fabuleuse histoire, au départ de Robert le Magnifique en direction des Terres Saintes en l'an 1035, Henri Ier devient le parrain d'un jeune garçon peu connu, Guillaume le Conquérant. Pour cette naissance-là, je dois l'avouer, c'est un petit coup de cœur personnel. Né le 4 mai 1951, Gérard Jugnot. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Membre emblématique de la troupe du Splendide, il a marqué des générations avec des classiques comme Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure ou encore Les Choristes. Un acteur qu'on ne présente plus, tant son humour, son humanité et sa carrière parlent pour lui-même. Quelques autres noms bien connus figurent aussi au casting. Rocco Siffredi, né en 1964, célèbre acteur du cinéma pour adultes, devenu une figure pop culture à lui tout seul. Cesc Fabregas, né en 1987, milieu de terrain espagnol passé par Arsenal, le Barça ou encore Chelsea, il est reconnu pour sa vision de jeu. Michael Landon Gernard, né en 1956, astronaute américain, ingénieur et plongeur professionnel qui a volé à bord de plusieurs missions de la NASA. Autant dire que le 4 mai a vu naître des talents très variés. Avant de devenir synonyme de luxe et de perfection mécanique, Rolls-Royce, c'est d'abord l'histoire de deux hommes très différents que tout va pourtant rapprocher. D'un côté, Henry Royce, né en 1863 dans une famille modeste, il quitte l'école à l'âge de 9 ans pour travailler. Autodidacte, passionné par les machines, il monte en 1884 sa propre entreprise d'électricité à Manchester. Il y fabrique des dynamos et plus tard sa première voiture en 1902. Une voiture qu'il conçoit presque seul, avec un sens du détail technique impressionnant. Royce est discret, méthodique, un vrai artisan ingénieur dans l'âme. De l'autre côté, Charles Rolls, né en 1877, est tout l'inverse. Issu de l'aristocratie britannique, diplômé de Cambridge, passionné de vitesse et d'innovation mécanique, il est l'un des premiers à importer des voitures françaises en Angleterre et se fait rapidement un nom dans le milieu automobile grâce à son goût pour les courses et les machines de pointe. Le 4 mai 1904, les deux hommes se rencontrent à l'hôtel Midland à Manchester. La voiture conçue par Royce impressionne immédiatement Rolls. Le courant passe et très vite, ils décident d'unir leurs forces. Royce apporte la rigueur de l'ingénierie, Rolls le sens des affaires, du style et du réseau. Quelques mois plus tard, le 23 décembre 1904, leur partenariat devient officiel. Et le reste, c'est l'histoire d'une marque devenue mythique. En 1906, il crée Rolls-Royce Limited avec le célèbre logo au double R. Le siège s'installe à Derby dès 1908 et les premières voitures sortent bientôt des ateliers. Élégante, silencieuse, fiable, un standard est né. Tout commence par une rencontre et un coup de cœur mécanique. Ce 4 mai 1904, Rolls et Royce lancent une idée qui roulera encore un siècle plus tard. Le 4 mai 2000, des millions d'internautes dans le monde reçoivent un email au sujet aussi intrigant que flatteur. I love you. En pièce jointe, un fichier innocent en apparence. Love letter for you. Derrière ce nom romantique se cache pourtant l'un des virus informatiques les plus destructeurs jamais créés. Surnommé aussi Love Letter ou The Love Bug, ce vers informatique était un script malicieux programmé en Visual Basic. Il se propageait par email via Microsoft Outlook en s'envoyant automatiquement à tous les contacts de la victime. Une fois lancé, il modifiait le système d'exploitation Windows, s'ajoutait dans le registre pour s'activer à chaque démarrage et infectait une longue liste de fichiers, images, scripts, documents en les renommant avec une extension. Particularité, il infectait même les fichiers audio mais sans les détruire. Il en crée une copie modifiée en cachant l'original. Le virus se répand d'abord aux Philippines, puis contamine à grande vitesse l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. En quelques jours, il infecte des dizaines de millions de machines à travers le monde. Les dégâts sont estimés à près de 10 milliards de dollars. Derrière ce chaos numérique, Onel de Guzman, un étudiant philippin qui voulait à la base trouver un moyen de pirater Internet gratuitement. En 2020,
Il a même donné une interview où il avoue être à l'origine du virus tout en exprimant des regrets. Sa lettre d'amour s'est transformée en une épidémie numérique incontrôlable. Une preuve que parfois, un simple I love you peut coûter très très cher. Et voilà pour le 4 mai. Entre une ville achetée pour une bouchée de pain, une première ministre de fer, un roi discret mais influent, une marque de luxe née d'une poignée de main et un virus amoureux, cette journée a vraiment tout pour elle. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire lequel de ces faits vous a le plus surpris. A très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire. Ciao ciao.